pense que j'ai vu le film une première fois à Cannes, au festival du film social où il l'a présenté. Et je peux dire, la deuxième fois, ça fait le même choc. Et avant d'entrer peut-être sur le fond du sujet, je voudrais souligner l'importance qu'il y a dans le combat que nous menons ici, un certain nombre, je ne vais pas embrigader tout le monde de force, hein. Quelque chose qui est le mode d'expression de nos idées et de nos aspirations. La place qui occupe les outils de l'art pour rendre compte d'idées complexes. Et la part particulière des affects dans la construction d'une conscience. C'est pas pareil de parler de la sécurité sociale, thème général, on va en parler sans doute dans un instant, et d'en parler avec les yeux d'un vieil homme qui garde intact sa fraîcheur et son enthousiasme de combat. Les images d'Ambroise Croizat mourant d'épuisement, parce qu'on imagine, on se représente que ça peut être pour un ouvrier métallo, après un combat politique comme celui du communisme avant-guerre, pendant la guerre et après, de se retrouver à organiser la mise en place d'un système pareil, hein, avec la violence qu'il y a dû y avoir, sociale, contre ceux qui l'organisaient, dont on trouve l'écho fossile dans le propos absolument inepte de ce type qui est formidable, quoi. Le con, là, qui parle... pardon, on ne doit pas parler comme ça. Le monsieur qui dit que la France est un pays communiste parce que on se soucie les uns des autres, hein. Alors, je pense que tout ça, ça nous impacte parce que ça nous rappelle que c'est œuvre humaine. C'est entièrement œuvre humaine. C'est des gens qui se dévouent, ils racontent ces types la nuit, la lumière est encore allumée, le gars, je ne sais pas qui c'était, moi, il essayait de faire tourner la caisse, il fallait qu'elle démarre, et toute cette... Et ça nous renvoie à nous-mêmes en tant qu'individus, pas seulement à nos idées, mais à ce que nous sommes capables de donner au combat, de l'investissement professionnel, parce que aussi c'est important à un moment donné, les jeunes cadres qui parlent, moi quand ils disent bon ben, ça nous sort du débat technocratique et comptable et ça nous ramène à la politique, ben oui, tout est politique là-dedans. Les chiffres sont politiques, la redistribution c'est politique, tout est politique. Pas tout à fait tout, mais presque, hein. Et ça, le film le dit très bien. Donc ça, bravo, parce que tu fais plus qu'un bon exposé, tu fais plus que même un débat. On voit des êtres humains vivants en train de faire quelque chose de plus grand qu'eux, et qui se termine là-dessus, qui change la vie, quoi. Qui change la vie. On sort de ce qu'il a dit au début, c'est très fort, de l'angoisse du lendemain. Et aujourd'hui, les gens ont été massivement replongés dans l'angoisse du lendemain, dans la peur de ce qui va arriver, dans l'impossibilité de se penser pour soi un futur, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire la semaine d'après, ou le jour d'après, parce que peut-être qu'on va être impécunieux, peut-être qu'on peut être expulsé, enfin bref. Comment ils ont tout détruit et ramené comme ça la peur au quotidien, dont on pensait s'être libéré. Voilà moi ce que je ressens du film. Avant même d'entrer dans les idées, c'est toute cette force d'humanité que tu as réussi à faire parler, bravo, quoi. Et c'est là que les artistes, je te considère comme un artiste, je ne sais pas si tu aimes ça. L'artisan, ouais, c'est pas mal déjà. Quand tu vois artisan, c'est pas mal, parce qu'en fait, quand tu vois ce qui se passe vraiment dans l'arrière-salle pour fabriquer un film comme ça, c'est beaucoup de bidouilles et beaucoup d'artistes. T'as vu, on t'a tous applaudi 2 heures, on avait mal aux mains. Non, en tout cas, moi j'aime bien ce que tu dis par rapport aux affects, effectivement, parce que moi j'aime bien travailler là-dessus, sur mes films. Et on aurait pu raconter cette histoire de façon complètement différente, faire un film plutôt de journaliste ou d'économiste, en tout cas, mettre beaucoup de chiffres, et puis finalement vous prendre par la main et vous raconter cette histoire-là. Et c'est vrai que, bon, déjà, peut-être que je ne serais pas capable de le faire, et j'aime bien trouver des personnages qui sont capables de porter ça, mais aussi dans le combat politique qu'on doit mener sur cette question de protection et de vie en commun. Je crois que quand on travaille sur les affects, les spectateurs, finalement, ils sortent des salles avec plus d'envie de se battre, quoi. Et, parce qu'en fait, finalement, si on fait le bilan un petit peu de ce qu'on sait, finalement, vous, moi, on sait tous que finalement, il y a une minorité de gens qui s'accaparent toutes les richesses. Il y a l'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an, la fraude fiscale, pratiquement 80 milliards d'euros, toujours à ramener par rapport aux 10 milliards d'euros du fameux trou de la Sécu de 2015. On sait tout ça, et puis finalement, il n'y a rien qui se passe.
et on peut avoir accès à toutes ces informations. Et peut-être qu'en travaillant sur les affects, alors moi je dis ça parce que peut-être que je préfère faire ça, peut-être que je sais mieux faire ça, mais j'ai l'impression qu'on laisse plus de traces à la sortie des salles de cinéma que tout ce qu'on peut voir à la télévision ou en permanence. Et je crois que l'enjeu est là, donc j'aime bien, oui, j'aime bien ce que tu dis par rapport aux affects, mais aussi, c'est aussi pour avoir une place au cinéma. Si c'est pour faire des trucs de journaliste, ça va, il y en a beaucoup à la télévision. Et... Oui, c'est pour ça que c'est un film, c'est pas un documentaire. On vient pas voir un documentaire sur la Sécu, on vient voir un film qui parle de la construction d'une œuvre comme ça. Et moi, ce qui est frappant, chaque fois qu'on va parler de la sécurité sociale, avec les réserves d'usage, hein, mais on nous présente ça comme c'est bien joué l'affaire Dutroux. Comment tu amènes ça dans le... Il faut s'imaginer que la sécurité sociale, qui couvre tous ces risques qu'on vient de décrire, elle entre entre guillemets, déficit 3 jours avant la fin de l'année. Et c'est 1,5 fois le budget de l'État. C'est rien. On rêverait d'être en déficit que 3 jours avant la fin du mois, hein, ou avant la fin de l'année, pour beaucoup, pas pour moi, mais pour beaucoup, c'est comme ça. C'est la vie de millions de gens qui est comme ça. Donc, alors je dis, il faut mettre des réserves, parce que c'est aussi parce qu'ils ont tellement rogné partout, les gens sont tellement moins bien soignés, les retraites sont moins importantes, bon. Mais ça veut dire que ça nous ramène à une idée essentielle. Tout ça, l'argent, c'est que de la circulation. À un endroit de la richesse est produite, on va discuter de comment et pourquoi, mais elle va produire quelque chose. Les vrais parasites, c'est ceux qui s'emparent par l'impôt privé de la plus-value. Parce que le système capitaliste a cette caractéristique, il nous reproche à nous de dire « ah ben, les soins sont presque gratuits ». Mais le système capitaliste vit de la gratuité. Le système capitaliste vit du travail gratuit, du moment à partir duquel ce que vous allez produire, c'est pas pour vous, c'est pour le reste de la machine. Donc c'est un système qui est bâti sur cette captation. Et suivant qu'on déplace le curseur, on va y arriver ou pas. Mais les gens, on leur a tellement bourré le crâne qu'ils l'oublient. Ils pensent tout le temps que ce qu'on prend, c'est presque une honte, on est gêné, on ne veut pas déranger. On a pris pour la santé, ben oui, on est malade, alors on a besoin, ils s'excuseraient presque. Alors que c'est si simple. Je vais donner juste un chiffre pour qui contemporain, parce qu'à chaque fois, ça scotche tout le monde. Le banquier central européen, qui ne sait plus quoi faire, met tous les mois 85 milliards d'euros en Europe, il donne aux banques, pour que les banques rachètent des titres, il les donne aux banques à qui ils rachètent des titres. Et on dit aux banques, bon, on vous donne des sous, hein, on rachète vos titres pourris, et puis vous allez mettre des sous dans l'économie. Naturellement, ils ne mettent rien. Tout repart dans la sphère financière et vous n'en voyez pas la couleur. Mais juste pour vous donner une idée de la proportion. 85 milliards, tous les mois, c'est 60 millions de SMIC. C'est-à-dire, si le même fric était jeté depuis un hélicoptère sur les gens qui sont en bas, ou si on l'envoyait au compte personnel de tous les gens dont on repère qu'ils sont pauvres, hein, il n'y aurait plus de chômage en Europe. 60 millions de SMIC. Donc, je crois que les nôtres doivent être désintoxiqués. Les autres ont réussi à s'installer dans leur tête et à les culpabiliser. Ils se sentent tout le temps coupables, tout le temps presque honteux de prendre la part qui leur revient de la richesse qu'on met en circulation. Hein? Bon, moi je vous présente ça comme ça, parce que c'est à chaque fois, c'est ce qui me frappe dans le récit des luttes ouvrières, le recul intellectuel qui fait qu'on a presque honte de prendre notre part. De toute façon, effectivement, c'est organisé comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas si vieux que ça que sur nos fiches de paye, on voit coût total du salarié en bas. Avant, il n'y avait pas ça. Je crois que ça doit dater d'une dizaine, une quinzaine d'années. Et en fait, parce que tout simplement, le travail est un coût systématiquement. Et en fait, effectivement, donc, comme tu dis, c'est dans la culpabilisation, on a l'impression, oh là là, donc je coûte tout ça à l'entreprise, enfin, c'est la culpabilité, alors que s'ils mettaient l'ensemble des richesses produites, c'est-à-dire qu'est-ce que le salarié a vraiment produit dans l'entreprise, c'est sûr que ça changerait un petit peu la donne. Mais on est toujours effectivement dans la culpabilisation. Et il faut se sortir de ça. Et c'est vrai que moi, le film, je dis souvent que
on baigne dans une ambiance où la Sécu, quand on en parle dans les médias, c'est un trou, bon, ça on le dit dans le film, ça marche pas, ça coûte cher, et en gros c'est des feignants qui y travaillent, quoi. Et donc c'est vrai que moi j'espère qu'avec ce film, on aura, les gens qui vont venir voir ce film vont sortir quand même en ayant en tête que la Sécu, non seulement ça marche bien, chaque jour c'est des centaines de millions d'euros qui passent directement de la poche des cotisants au voisin qui est malade, à la voisine qui est à la retraite, et sans passer par les marchés financiers, donc c'est d'une efficacité redoutable. C'est un système qui est égalitaire parce qu'on cotise selon ses moyens, contrairement aux complémentaires santé et aux mutuelles où on cotise, enfin on paye selon ce qu'on peut se payer. Et puis c'est un système qui a des conséquences sur l'ensemble de la population, des conséquences sanitaires très favorables. Donc si les gens sortent des salles de cinéma avec cette idée-là de la Sécu, une partie du pari déjà sera gagnée. Et en même temps, si on fait des films comme ça, c'est que voilà, ça mérite, c'est comme au niveau humanisme, moi je connais pas grand-chose de mieux que la Sécu, et donc si les gens connaissent un peu mieux cette institution, on sera aussi plus apte à la défendre et d'être même plus conquérant. Parce que c'est vrai que, où tu dis les autres se sont attaqués à ça, aujourd'hui, dire que finalement il vaudrait mieux cotiser plus et payer plus d'impôts, c'est inentendable dans nos sociétés, après 30 ans d'idéologie néolibérale. Pourtant, de fait, c'est ça. Il vaudrait mieux cotiser plus, parce que si, ce qu'on ne cotise pas, il va falloir se le payer par l'impôt privé, comme dit Frédéric Pierru dans le film. Donc, mais quand vous dites ça, il vaudrait mieux payer plus de cotisations, enfin plus de charges, selon la dialectique qu'on utilise, ou payer plus d'impôts. Vous regardez avec des yeux comme ça en disant l'autre il est malade, quoi. Et on en est là aujourd'hui. Donc il faut effectivement réinvestir les mots. La dialectique, les libéraux ont fait un gros boulot là-dessus, et ils ont gagné une bataille, pas la guerre. Et puis réinvestir effectivement les idées, et que bon, j'espère que le film sera aussi là pour ça. Alors, le dernier volet de ce que je verrai à dire sur cette circulation d'argent, c'est qu'on peut aussi les battre nos contradicteurs sur leur propre terrain, si on devait tout ramener à des coûts. Hein. Les cotisations qui passent dans la sécurité sociale ne sont pas comme de l'eau qu'on verserait dans le sable. La cotisation sert à des salaires, les salaires retournent dans l'économie réelle et à leur tour sont l'occasion par le biais du crédit de l'activation de l'activité. Hein. Donc c'est pas de l'argent versé dans le sable qui disparaît, c'est le contraire. Ça c'est un premier aspect positif de la dépense sociale. Et le deuxième aspect positif, je vous prie de m'excuser, mais je prends tout sur le plan comptable, juste pour montrer qu'on est capable de soutenir cette discussion. Le deuxième aspect, c'est que chaque personne représente un bien pour la société. Il ne faudrait pas le perdre de vue. Parce qu'elle est formée, parce qu'elle-même est capable d'un certain travail, d'une capacité d'expertise, et donc d'activer, elle aussi, l'activité. Chaque personne qui disparaît de l'activité coûte à la société. Ce n'est pas sa vie qui coûte, c'est sa disparition. Le pauvre qui gît sur le trottoir, et n'est plus en état de contribuer au bien de tous, il coûte sous cette forme-là parce qu'il n'est pas là. Donc il n'est pas une charge. Ce qui est une charge, c'est qu'il ne soit pas là. Et ainsi de suite. Donc la personne qu'on soigne, ben essayez de ne pas soigner. Moi j'ai dit ça une fois parce que j'en avais tellement marre d'argumenter avec des arguments rationnels. Bon, vous savez, quand ils sont contre l'aide médicale d'État. Bon, il y en a marre, quoi. C'est vraiment le genre d'aberration. Alors, on ne va pas donner l'aide médicale d'État aux étrangers sans papier, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, il n'y a qu'à les jeter à la flotte. Bon, mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Allez expliquer aux microbes que le gars n'a pas de papier et que lui non plus en a pas. Donc, il est prié de ne pas passer sur quelqu'un qui a des papiers et qui est en bonne santé. Tout ça est absurde. Les êtres humains constituent une communauté, et cette communauté, qu'on le veuille ou non, est indivisible. On peut toujours s'imaginer qu'on va parvenir à établir une frontière, créer des murs ou je ne sais pas quoi entre les êtres humains, mais ça, ce n'est pas possible. Donc c'est absurde, c'est ce comportement-là qui est irrationnel. Et donc, l'idée, c'est que quand on soigne quelqu'un, encore une fois, pardon, c'est purement comptable, on aide l'équilibre général de la société. Et si vous laissez mourir, alors, si vous laissez quelqu'un malade au travail, ben, vous connaissez le résultat, tous les autres tomberont malades. C'est pas une trouvaille, une idée pareille. Et de la même manière, si vous laissez quelqu'un devenir malade au point de mourir, et alors, qui est-ce qui y perd? Nous tous. Parce que chaque personne, puisqu'ils veulent faire des comptes, ça représente X années d'école, X années d'auto-apprentissage, X années de savoir-faire. Donc ça représente un bien commun.
chacun d'entre nous est pour la société un bien commun, aussi longtemps qu'il n'en est pas retranché par l'inégalité, la discrimination ou la relégation. Donc c'est ce changement de regard, c'est pour ça que le personnage qui est si violent est si intéressant à regarder. Parce que comment on peut arriver à un état pareil d'ahurissement? Et cet homme, il a l'air convaincu de ce qu'il raconte. Il a dans sa tête, il est comme fou. Il a renversé l'ordre des choses. Il pense qu'on est communiste parce qu'on s'occupe des autres. Ben c'est vrai, les communistes s'occupent plutôt des autres. Bon, moi je ne suis pas communiste, donc je dis ça à leur gloire. Bon, mais l'humanité a auto-sélectionné dans ses rangs ceux qui s'occupaient des autres. Parce que c'est ceux-là qui ont survécu. Par conséquent, le principe de solidarité fait partie de notre code pratiquement génétique, j'exagère un peu, hein, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Et vous prenez les êtres humains, où qu'ils soient, quand que ce soit, n'importe lequel, sous quelque latitude que ce soit, quand un enfant tombe à terre, vous vous avancez pour le ramasser. Quelle que soit la situation, même si vous allez être en danger. Bon, avec les adultes, c'est pas pareil, hein. S'il tombe, vous commencez par vous écarter pour qu'il ne vous tombe pas dessus. Mais on est organisé, on est en quelque sorte... C'est un instinct de s'occuper des autres. Je suppose qu'il ne me laisserait pas tout d'un coup, ici, si j'avais un malaise ou si je souffrais, il se précipiterait à mon secours et je ferais de même avec lui. Quelle perversion de la condition humaine que celle qui conduit à dire « Eh ben, je m'en fous. Eh bien, ça m'est égal, tu peux crever. Bon, t'as pas l'argent, bah, tant pis pour toi, t'avais qu'à l'avoir. » Et donc, ils ont besoin de rendre les gens responsables de leur misère, de leur détresse et à la fin de leur maladie. Moi, je me rappelle de ces débats qu'il y avait sur l'équilibre de la sécu. On disait il faut pousser les gens à être responsables. Mais responsables de quoi? On avait bien compris. Moi, je veux bien attraper la grippe si ça vous arrange au mois d'août, mais en général, tout le monde l'attrape en même temps. Au mois de novembre, qu'est-ce que j'y peux? Et pareil pour le machin, la gastro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être responsable? Qui est irresponsable? Qui a envie d'être malade? Alors après qu'on rende les gens tellement en détresse que la maladie soit en quelque sorte devenue une deuxième manière d'être, c'est autre chose. Mais c'est à nouveau une maladie dont on parle. Donc, moi, je crois que c'est ça qu'il faut... Quand on voit le film là, on voit, premier degré, des gens qui se sont dévoués au combat, et deuxième degré, vivre une idée qui devrait être élémentaire. C'est pour ça qu'il faut amener les gens à voir le film, parce que comme ça, tchouk, c'est comme un vaccin. Hein, on ressort moins bête après avoir vu le film. Je ne dis pas qu'on était bête en entrant, mais on s'est pris, comme tu as dit, comme a dit la jeune femme, elle dit ça nous donne la niaque. Ben oui, parce que ça redonne du sens à l'existence et à ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que la lutte politique? Qu'est-ce que la lutte pour la sécu? Moi, je crois que c'est ça dont on a le plus besoin. Ça va ras-le-bol avec les chiffres, un peu d'humanité. Moi, si c'est un vaccin, il doit être, donc le film doit être remboursé par la sécu. On va faire ça. Ah, mais c'est sûr que cette histoire de sécu, c'est très chiant, y compris pour les libéraux, parce que c'est le contre-exemple total de ce qu'ils nous vendent comme modèle économique indépassable. C'est que c'est parce que c'est un régime obligatoire qui a un tel volume, une telle masse, qui a une économie d'échelle qui fait qu'il y a des coûts de fonctionnement qui sont bien plus faibles que le privé, et en plus c'est plus égalitaire. Voilà. Et donc du coup ça c'est insupportable. Parce qu'en fait, si on regarde, on voit bien les chiffres que Frédéric Pierru donne dans le film, c'est 6% le coût de fonctionnement de la Sécu. Mais qu'est-ce qui fait que c'est 6%? C'est le volume. Et c'est la contrainte, c'est que tout le monde doit cotiser. Parce qu'il y en a qui disent, une fois qu'on a, j'ai entendu ça, des fois même dans les salles, qui disaient, une fois qu'on a un salaire suffisant, on devrait pouvoir avoir le droit quand même de prendre notre assurance et de débrouiller tout seul. Donc ça, c'est bon. C'est une idée de la solidarité qui est un peu bizarre. Et donc, du coup, le fait que c'est le contre-exemple total, c'est que ça fait 30 ans qu'on nous dit que le marché, c'est plus efficace, que la concurrence, ça coûte moins cher et tout, et la Sécu, c'est le contraire total. Et donc ça, y compris idéologiquement, c'est insupportable. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont agressifs sur ce sujet-là, d'autant plus que c'est quand même une part du PIB colossale. Hein. Une fois et demie le budget de l'État qui échappe complètement à l'économie de marché, ça n'a jamais été accepté. Et il y a des chiffres qui sont toujours... Alors,
C'est vrai que le film, j'ai fait le choix que ce soit un film et il n'y a pas trop de chiffres, mais si on veut en donner un, juste pour vous dire, quand je vous parle du coût de fonctionnement de la Sécu, donc 6% et les complémentaires santé entre 20 et 25%, il y a un conseiller d'État qui s'appelle Didier Tabuteau qui avait mené une étude économique pour le coup, on parlait beaucoup d'économie, mais et qui a montré que si toi, moi, enfin vous, on versait nos primes mutuelles, on les versait à la Sécu à la place. C'est-à-dire que la Sécu prenne à 100% le remboursement de la santé. Et bien avec les économies générées entre les 6% et les 25%, eh bien le fameux trou de la branche maladie serait comblé, plus que comblé. Donc je ne vous parle même pas d'augmenter la cotisation, donc voilà, ça veut dire qu'il faut se battre, je ne sais pas quelle est, enfin, dans ton programme et tout ça, la politique de santé sur les questions de sécu, mais et des fois il y a des spectateurs qui me disent oui mais bon vous rêvez, machin et tout, est-ce qu'il y a des exemples comme ça à l'étranger qui se passent? Il n'y a même pas besoin d'aller à l'étranger parce que c'est ce qui se passe en Alsace-Moselle, où c'est la sécu qui gère la part complémentaire et les caisses sont bénéficiaires. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Et ça, quand on dit ça, évidemment, les libéraux, ils commencent à patiner dans la semoule et ça commence à être compliqué. Mais de fait, c'est ça, quoi. Et, alors, je sais pas, au niveau de ça, sur le 100% sécu, vous en êtes dans la réflexion? Ben, je pense que qu'on comprend l'idée de la sécu, c'est la nécessité de l'extension du principe. D'ailleurs, on voit Bernard Friot, qui est l'auteur et un penseur extrêmement puissant qui étend cette idée à la garantie des revenus, à la sécurité sociale professionnelle. Bon, je n'engage pas le débat là-dessus, mais on comprend l'idée et l'intuition qui le porte. Clairement, le point de départ, c'était qu'on voulait faire une sécurité sociale, mais globale. C'est des concessions qui ont été liées au rapport de force, d'avoir maintenu des mutuelles, des complémentaires, etc., etc. Si on voulait travailler utilement, il faudrait former un système unifié. Bon, là, on prendrait le crayon à la main et on ferait la démonstration que tu viens de faire du fait que ça se mettrait à l'équilibre. Tu as tout à fait raison de donner l'exemple de l'Alsace-Moselle. C'est toujours un exemple. Hein. Mais non, mais d'accord, moi ça me fait marrer, parce qu'à chaque fois je m'en prends au Concordat. Ouais, c'est ça. Je sentais venir le coup. Non, mais d'accord, mais alors ils me disent ah, il veut revenir sur notre statut local. Pour protéger le Concordat. Ils disent ça, les gens dans la fiche du Concordat, ils entendent leur statut sécurité sociale. Donc à chaque fois, je suis obligé de dire, ah non, 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 je propose de supprimer le Concordat pour que ce soit là-bas comme dans tout le reste du pays, mais par contre, le système de sécu de chez vous, je propose de l'étendre à tout le pays. Hein. Alors là, évidemment, changement de tête, en général, on coupe la parole avant, avec une question très importante, bien sûr, et j'ai pas le temps de développer ça, mais c'est ça l'idée. Donc il y a l'idée de l'étendre comme un système global, et de parvenir à la seule chose qui soit digne d'intérêt, c'est 100% de remboursement. Alors on peut dire on va y marcher par tranche, j'admets, je comprends qu'on marche par tranche, mais c'est quand même ça le but. Et si on le fait, on va obtenir non seulement, je pense que le système, on n'aura pas de mal à le mettre à l'équilibre, mais en plus on obtiendra un bien pour la société qu'on ne tardera pas à constater, parce qu'on a fait l'exemple du contraire. On nous a dit pendant je ne sais pas combien de temps, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Je ne sais pas combien de fois on a ramé pour expliquer que si on vivait plus longtemps, c'est parce qu'on travaillait moins longtemps. Bon, et voilà. Et donc, si vous retardez l'âge de la retraite, les gens continuent à mourir, mais ils meurent plus tôt. Et ils ne meurent pas au travail. Parce que bien sûr, il y en a qui meurent au travail parce que l'usure physique et psychologique est considérable dans toutes sortes de métiers. Mais ils meurent aussi d'angoisse, d'abandon, parce qu'à partir d'un certain âge, les gens ne sont plus embauchés, se sentent inutiles et se rendent encore plus malades qu'ils ne l'étaient du fait de leur usure physique. Encore que dans toute une série de métiers, l'usure physique est considérable. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Beaucoup croient que les anciennes tâches épuisantes sont terminées. Donc à chaque fois qu'on fait un progrès, moi c'est ma thèse, hein, chaque fois qu'on fait un progrès social et un progrès écologique, on fait un progrès économique. Je pourrais donner un autre exemple sur la retraite, que je trouve bien parlant et dont je vais bien me servir. Bon, là ils ont prévu, les messieurs, notamment M. Juppé, qui est un modéré, comme vous le savez, a prévu de faire passer la retraite à 65 ans, ce qui veut dire que pour l'avoir, quand vous êtes dans les petites payes, et vous êtes par la force des choses, il vous la faut au maximum, sans la décote. Hein. Et comme tout le monde aura eu des vies incroyables, avec des périodes d'arrêt, et on retravaille, alors surtout à partir d'un certain âge, vous ne travaillez plus du tout, donc vous êtes obligé d'attendre le moment où vous l'aurez au maximum, hein, tel que c'est prévu. C'est-à-dire qu'en général, il y a un décalage de 5 ans.
Autrefois, quand c'était la retraite à 60 ans, eh ben vous l'aviez à 65, à taux plein sans décote, si vous attendiez jusqu'à 65. Donc là, ça va nous amener des gens dans l'obligation d'attendre jusqu'à 70 ans. Bon, alors, il ne faut pas raconter d'histoire. Qui est-ce qui a envie de monter dans un avion avec un pilote qui a 70 ans? Eh bien, pas moi. Voilà, je préfère le dire. Et même si c'est moi qui conduis l'avion, surtout si c'est moi. Bon. Alors, c'est un exemple. Chaque fois qu'on va faire un progrès social, on va faire un progrès social, on va faire un progrès économique. Je vous prends l'exemple de la retraite à 60 ans pour vous dire quoi? C'est très simple. Si vous payez les femmes au même niveau que les hommes, si vous faites ça, tout le monde va dire d'accord. Hein. Personne ne le fait, mais tout le monde dit d'accord. Si vous les payez pareil, l'augmentation des cotisations fera que vous paierez la retraite à tout le monde à 60 ans, après 40 ans de cotisation. Voilà. Ah, ça embouche en quoi un tas de gens quand je dis ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, on voit le lien. Mais pour ça, il faut d'abord se décoincer l'esprit. Hein, et arrêter de faire des additions en comptant que, comme ils disent, les coûts. Hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on voulait faire la vraie opération de savoir quel est le coût d'un travailleur, d'un salarié, eh ben on prend le chiffre d'affaires de la boîte et on le divise par le nombre de gens qui travaillent dedans. Et vous allez voir, alors là, pour le coup, ils ne mettront jamais ça sur la feuille de paye, hein, parce que tout le monde aura une idée du niveau de prédation qui s'exerce sur lui. Ils n'ont certainement pas envie de ça. Et ceux qui... et combien de choses comme ça, où c'est juste le changement de regard qui vous fait changer d'attitude dans la vie. Bon, pas mal de gens ici, on doit avoir une carte bancaire. Des fois, on n'a pas le choix, on est obligé d'en avoir une. Bon. Mais qui est-ce qui proteste contre le fait que c'est un impôt privé? Alors, ceux qui ont l'American Express, c'est le pompon. 3 à 4 points. Le gars, il n'a ni chauffé, ni allumé la lumière, ni fait à manger, ni cousu les habits. Vous sortez votre carte, chouf, 4% dessus. C'est un impôt privé. Donc, on peut regarder la prédation capitaliste comme un impôt privé. On me dit, ah ben on accumule pour l'investissement. Ah bon? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les statistiques, c'est pas ça qu'on voit. L'accumulation, notamment ces dernières années, n'a pas conduit à une augmentation des investissements. C'est l'inverse. Les investissements vont en décroissant. Et si ce n'était pas l'État et les collectivités locales, eh ben, il n'y en aurait pas dans ce pays, ou presque. Donc, je suis arrivé à ça pour dire qu'il faut décomplexer. Comme vous avez une droite qui est décomplexée, qui peut raconter des horreurs comme ce que vous avez entendu à l'instant. Le gars, il est quand même gonflé, il fait ça devant un autre qui vient avec une caméra. Il doit bien se douter qu'on va le regarder. Mais lui, il se dit apolitique. Pardon? Lui, il se dit apolitique. Bien sûr. Comme tous les gars de droite, ils sont apolitiques. Le monde est évident, il est pour eux. Mais Kessler, quand même. Ah ouais, lui, c'est... Et vous les avez vus rire comme dans une fin de banquet où vous aurez tous bu. Ça les fait rire. Ça les fait rire, ils se boyotent. Ah, 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 c'est drôle. Ah bah, la retraite par capitalisation, trop drôle. Ils se tapent sur les cuisses. Bon. C'est aussi... c'est grossier, c'est vulgaire, c'est... bon. Donc, nous, on doit être les partageux décomplexés. Alors que souvent, on a des complexes. Ben, c'est à notre tour de nous décomplexer parce qu'on s'est fait avoir. Voilà, moi, la leçon principale que je tire de ton film. Bon, ben, merci. Je crois que...